Pendant des millions d'années, une famille animale a su évoluer et s'adapter aux environnements les plus chauds, les plus froids, les plus élevés. On les appelle les camélidés. Le chameau à 2 bosses d'Asie centrale, le dromadaire à 1 bosse présent de l'Inde à l'Afrique, et leurs cousins sans bosse d'Amérique du Sud, le lama, l'alpaga, le guanaco et la vigogne, font partie de cette famille. Après avoir contribué à l'essor de nombreuses civilisations, ces animaux ont été délaissés. Mais aujourd'hui, dans des sociétés en pleine mutation, l'homme redécouvre leurs vertus et leur redonne une place à part dans le monde moderne. Chez les petits camélidés, le lama, domestiqué depuis 5000 ans, est le symbole du rapport privilégié avec les hommes qui a culminé au temps des Incas. Aujourd'hui, lui et ses cousins redeviennent indispensables aux sociétés andines, notamment grâce à leurs précieuses fibres. Mais qui sont ces petits camélidés? Comment font-ils pour supporter ces environnements hostiles? Et pourquoi les hommes redécouvrent-ils aujourd'hui leurs qualités? Voyage au Pérou et au Chili avec les dieux des Andes. Sur le plateau andin, entre 3000 et 5000 mètres d'altitude, les hommes vivent depuis longtemps avec les petits camélidés. Tout particulièrement avec le lama, qui a toujours eu une importance vitale dans le développement des civilisations précolombiennes. Sa viande servait de nourriture, sa laine était utilisée dans la confection des vêtements, ses os dans la fabrication d'outils et ses excréments constituaient de l'engrais ou du combustible. Animal de bas, il permet aussi de transporter des marchandises sur un immense réseau de chemins. Aujourd'hui, avec l'urbanisation et la mécanisation, son rôle devient marginal, mais la tradition est tenace. Joël est Liamero, un berger de lama. Il redescend au village car aujourd'hui, pour perpétuer la coutume, sa communauté fait revivre une caravane de lama, une activité qui a récemment disparu. C'est une histoire de famille qui a commencé avec mon grand-père. Mon père aussi faisait les caravanes il y a encore 15 ans. Les gens de Cibayo, les Andins, ont l'habitude de voyager avec les lamas, de traverser les rivières, d'escalader les montagnes. Une caravane se faisait normalement à 2, 3 ou 4 personnes. Chaque berger amenait 20 à 25 lamas. Ils se réunissaient à 3 familles par exemple, ce qui faisait 70 à 75 lamas au total. Dans les régions difficiles d'accès et au climat peu propice à l'agriculture, les caravanes permettaient aux populations de se ravitailler en produits de première nécessité, comme le maïs et le sel. Elles mettaient en contact des villages très isolés, partageant ainsi des cultures et des coutumes. Adencio est un vieux Liamero. Il amène lui aussi ses lamas au village pour la caravane. Au Pérou, le lama est un animal sacré. Ce sont de bons marcheurs, ils sont adaptés à la montagne. Le lama naît dans un groupe, et avant de pouvoir faire un voyage avec lui, et avant de pouvoir lui mettre une charge, il faut le dresser. De leur côté, les femmes de la communauté préparent la nourriture pour les caravaniers. Les unes fabriquent la chicha, la boisson traditionnelle, une bière préparée à base de maïs. Les voisines font griller le maïs, l'aliment majeur de toutes les civilisations précolombiennes.
Sur les cultures en terrasse des Andes, les Incas cultivaient jusqu'à 17 variétés de maïs. C'est la ration pour une journée que le llamero emporte dans son baluchon. Quand il s'arrête pour se reposer, il peut manger. D'autres encore préparent une soupe minute, car là-haut, sur les sommets, le bois est rare pour faire chauffer la marmite. La viande de lama fait aussi partie des produits troqués par les caravaniers. Elle est peu grasse, très riche en protéines, bien plus que le bœuf ou le poulet. Quant au lait, il est simplement absent de la table andine. Le lait des lamas est surtout réservé à leurs petits. De toute façon, il y en a peu. Nous le buvons uniquement dans certaines circonstances, pour se soigner par exemple contre certains maux de tête. Les chamans disent que le lait du lama gris foncé est très efficace contre les sortilèges portés par les vents mauvais. Joël et Adencio réunissent les produits que les femmes ont tissés, confectionnés, cuisinés. Il y a des couvertures et des cordes en fibres de lama. Le charqui, la viande de lama séchée, les chuños, les pommes de terre déshydratées, et le cochayulo, l'algue séchée récoltée au bord du Pacifique. Avant d'affronter les sentiers escarpés et les cols enneigés, Joël et Adencio participent à une cérémonie. Pour se garantir un voyage sans encombre, les Indiens Quechua pratiquent de nombreux rituels d'offrande. Dans la mythologie inca, le lama aurait été offert aux hommes par la déesse de la terre, la Pachamama, pour les aider à subsister dans cet environnement hostile. Le fœtus de lama jeté dans le feu leur assure la protection de cette déesse, ainsi que celle des apus, les esprits de la montagne. Ces croyances encore très vivaces témoignent du rôle de ce camélidé dans les civilisations andines. Pour lui rendre hommage, les Incas incrustèrent son image dans les murailles de leur ville, comme à Choquequirao, cité voisine du Machu Picchu. Encore plus haut, en scrutant les firmaments, ils lui ont même dédié une constellation. Au XVe siècle, les limites de l'Empire Inca correspondaient aux limites d'expansion du lama, et le cheptel était estimé à plusieurs millions d'individus. Il permirent les transactions commerciales, les conquêtes militaires, la construction des temples et l'exploitation des mines d'or et d'argent. 6 siècles après, cette période glorieuse imprègne encore la vie andine. La cérémonie terminée, il faut charger les lamas. Un lama peut facilement porter 25 kilos et ça peut monter jusqu'à 40 kilos. Ça dépend de sa taille et de sa force. Même s'ils sont dociles, au-delà d'un certain poids, les lamas refuseront de toute façon d'avancer. Quant aux pompons de couleur, ils servent à les repérer facilement, mais aussi à les protéger des mauvais esprits. Dans une caravane, on utilise 2 ou 3 ouvreurs. On les pare de clochettes et ils ont plus de boucles d'oreilles que les autres lamas. On leur met aussi des tissus décoratifs et des drapeaux. Ce sont des lamas spéciaux pour nous, car ce sont des lamas guides. On leur donne des petits noms. Par exemple, moi, je l'appelle Chumpi. On espère vraiment que cette pratique va renaître. Je lance un appel aux gens pour qu'ils organisent ces caravanes de lamas vers Cabana-Condé ou par exemple vers Chachas. Là-bas, le maïs est très bon. Como es chachas, maíz de chachas muy riquísimo.
Cet appel est très significatif de cette volonté de retrouver les pratiques d'antan et ce rapport unique avec l'animal. Le lama est particulièrement bien acclimaté à la vie rude de la cordillère. Sa toison le protège du froid et ses pieds possèdent des coussinets plantaires adaptés aux sols accidentés et parfois enneigés. Les lamas nous connaissent, nous les bergers. Ils reconnaissent nos cris, nos appels. Une fois que le berger entre dans la rivière, le lama sait qu'il faut attendre son ordre avant de traverser. Il est très résistant et montre une sobriété exemplaire. Il boit peu et se nourrit de maigres pousses qu'il rencontre en chemin, en grappillant. Mais le lama a fort à faire avec la concurrence automobile. De Cibayo à Santo Tomas, c'est 180 km de marche. De Cibayo à Espinar, c'est 100 km. C'est 4 jours de marche. Mais en voiture, on fait l'aller et retour dans la journée. Tu pars le matin et l'après-midi, tu es déjà à Cibayo. Tu économises du temps et de l'argent. Ce constat n'est pourtant pas vraiment satisfaisant pour les communautés qui vivent loin des centres urbains et qui ont développé une économie de subsistance. Dans les marchés, on trouve les produits les plus connus. Mais avec les caravanes, quand on échange avec les autres communautés, on trouve d'autres produits, plus naturels, qui ne sont pas commercialisés. Avec le troc, le Nyamero en ramène pour sa famille. C'est ça la différence. Les caravanes transportent des produits meilleurs que ceux qu'on trouve sur le marché. Protégés par la terre-mère et les esprits de la montagne, les bergers peuvent poursuivre leur route en toute quiétude. Ce lama, tenu en grande estime depuis des siècles, n'a pas toujours cheminé sur la cordillère des Andes. Ses racines se situent étonnamment beaucoup plus au nord, et certains de ses ancêtres avaient même une taille surprenante. Détour par le Muséum d'histoire naturelle de Paris avec Christian de Muison, paléontologue, pour retrouver les origines des petits camélidés. Il s'intéresse spécialement au grand échange de faune entre les deux Amériques. Alors, l'histoire des camélidés commence en Amérique du Nord il y a à peu près 35 millions d'années. Au milieu de l'ère tertiaire, ils se diversifient beaucoup en Amérique du Nord pendant longtemps, jusqu'à la fin de l'ère tertiaire. Et vers 5 millions d'années, une époque qu'on appelle le Pliocène, certains migrent en Asie par le détroit de Bering. Il y a une autre sous-famille qui existe aussi en Amérique du Nord et qui, vers 2 millions d'années, migre en Amérique du Sud. Et c'est pour ça qu'on a ces deux ensembles séparés actuellement, les chameaux et dromadaires dans l'Ancien Monde et dans l'Amérique du Sud, les guanacos, vigognes et lamas, alpacas. Cette sous-famille venue d'Amérique du Nord va donc engendrer bien plus tard les petits camélidés d'aujourd'hui. Mais bien avant de devenir un lama, un de ses ancêtres, le paléolama, était beaucoup, beaucoup plus grand. Le paléolama est une bête très grande, c'est une bête beaucoup plus grande que les lamas actuels. Tenez, voilà un crâne de paléolama. Et vous voyez la comparaison par rapport à un lama. On voit bien donc un animal très grand et surtout avec une canine très développée, et cette prémolaire qui est en arrière de la canine, cette première prémolaire, qui est aussi très très développée. Voilà un tibia, ça vient de Bolivie, du quaternaire de Bolivie. Regardez, voilà un tibia de paléolama. Voilà, paléolama, c'est quand même une belle bête. Et voilà, ça c'est un chameau. Là, je pense que, voilà, ça se passe de commentaires. On a un animal qui est pratiquement de la même taille qu'un chameau. Et si on regarde maintenant un autre os de l'animal, on regarde le métacarpe, qui possède cette caractéristique des camélidés, c'est-à-dire les deux os qui ne sont pas fusionnés dans leur partie inférieure. Regardez, un métacarpe de paléolama et un chameau. On est vraiment dans des animaux de taille similaire. Et si on regarde à côté un lama, vous voyez la différence de taille se passe de commentaires. Comme toutes les formes géantes, le paléolama a disparu, mais d'autres branches ont subsisté.
Le lama est un des héritiers, tout comme l'alpaga, son cousin, lui aussi domestiqué. Retour au Pérou. Bienvenue à Nuñoa, au Pérou, pour le 4e festival des alpagas dans cette petite ville de l'Altiplano. C'est le grand rendez-vous des éleveurs de la région. Les alpagas sont les plus nombreux des petits camélidés, avec 6 millions de têtes en Amérique du Sud, séparés en 2 espèces. Les alpagas huacayo, les frisés, et les alpagas souris, les chevelus. Aux yeux des hommes, ils sont d'abord des fournisseurs de fibres. Le docteur José Luis Apazza est responsable de la production pour une coopérative d'élevage. C'est une figure ici. Tout le monde le connaît et l'arrête pour lui demander conseil avant le concours. Ça, c'est un mâle reproducteur. Il a été référencé. Ça se voit que cet animal est bien. Une belle allure, une belle tête. Peut-être un peu courte. La fibre est fine, mais elle pourrait l'être plus dense, avec plus de caractère. La toison aussi tombe un peu. Sinon, tu serais champion de la catégorie. Cette feria est aussi un marché et José Luis ne veut rien manquer. La vente aux enchères d'un lot d'alpagas est un vrai spectacle, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'arène. 214. Dans cet enclos, c'est le grand concours des alpagas souris. Avec leurs longues dreadlocks, les rastas passent sous l'œil inquisiteur des spécialistes du ministère. On trouve cette race d'alpaga souris en quantité très faible au Pérou, parce que c'est un animal fragile. Mais quand il survit, il présente des caractéristiques appréciables. Il a une fibre très fine, de 16 à 21 microns. La toison pèse lourd. Et la particularité, c'est que sa robe brille. Il se caractérise par des franges, de très longs poils qui tombent le long de son corps, comme des tresses indépendantes les unes des autres. La finesse de ses mèches, la brillance de sa fibre et la conformation de l'animal sont les critères de sélection pour récompenser les meilleurs. Avant de remonter dans les pâturages, José Luis en profite pour aller féliciter les vainqueurs, ses amis. Bonjour Don Gregorio, comment vas-tu? Et toi Roméo, comment ça va? Et toi, ça va? Voilà les champions. Champion de la race et son second. Bravo, félicitations. José Luis travaille pour Rural Alianza, la dernière grande coopérative d'élevage d'alpagas au Pérou. Entre 4000 et 4500 mètres d'altitude, elle s'étale sur 3 vallées. Celle-là est réservée aux alpagas souris. Les 3 unités regroupent un capital de 40 000 alpagas qui sont séparés par zone. Nous gérons 34 000 hectares. Ça nous permet de faire de la sélection et de l'amélioration génétique. C'est impossible sur de petites parcelles. Ici, pas question de mélanger les genres. Il en va de la qualité et de l'homogénéité de la fibre.
Il y a encore 20 ans, les deux types d'alpagas vivaient ensemble, avec les alpagas de couleur également. Mais depuis, nous les avons séparés pour qu'il ne soit plus possible que les souris s'accouplent avec les huacayos. Mais nous avons des problèmes avec l'élevage des jeunes souris. Comme ils naissent un peu chétifs et qu'ils ont moins de poils, ils sont plus sensibles au froid et attrapent facilement des pneumonies. Mais nous savons comment les traiter avec des antibiotiques. La vallée voisine est le royaume des huacayos blancs. Comme tous les camélidés, ils ont l'avantage de ne pas épuiser leur pâturage. Ils consomment 40% de nourriture de moins que les vaches ou les chèvres. Au bout de leurs pattes, ces animaux ont des coussinets à la place des sabots, ce qui leur permet de ne pas abîmer le pâturage. C'est pour ça qu'on dit que l'alpaga mange avec une seule bouche. Par contre, les ovins et les bovins mangent avec 5 bouches. Les clients de Rural Alianza sont les producteurs qui recherchent des bons géniteurs, d'autres qui achètent du bétail d'abattage et les grands industriels qui achètent de la fibre. Tout commence avec la tonte et un impressionnant délestage. Une grande partie de la montagne péruvienne travaille dans l'élevage de ces alpagas. Pourquoi? Parce que les autres espèces ne s'adaptent pas à cette altitude. C'est pour ça que beaucoup de gens dépendent de cette fibre. Au Pérou, cette dépendance est très liée à quelques industriels qui ont le monopole de la transformation de la fibre. Tous les mois, nous achetons environ 20 tonnes de fibres dans toutes les montagnes du sud du Pérou. La fibre d'alpaga est la seule fibre naturelle au monde qui a plus de 12 couleurs, plus que n'importe quelle autre fibre, comme la laine ou le cachemire. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est sa finesse. On se mobilise pour que cette fibre fasse un boom. Et peu à peu, on y arrive. On met l'accent sur les produits destinés au tricot à la main. Nous faisons campagne pour que cette activité soit plus connue, plus moderne. Pour que ce ne soit plus le passe-temps de la grand-mère, mais que les jeunes aussi tricotent leurs propres vêtements. Une activité qui permet aux éleveurs et à leurs familles de continuer à vivre sur les hauts plateaux andins et d'éviter l'exode vers les villes. Mais les alpagas ne se contentent pas d'exporter leurs fibres. Certains ont franchi l'équateur et prospèrent bien plus au nord. Ils réinvestissent la terre de leurs ancêtres. Canada. Dans le sud de la belle province du Québec, un troupeau d'alpagas se prélasse dans une prairie américaine. Avec ce retour en Amérique du Nord, les camélidés retrouvent le berceau de leur famille. Il est loin le temps où les chasseurs exterminèrent leurs ancêtres.
Ici, les éleveurs Sarah et Jean-Yves entretiennent une relation particulière avec chaque animal du troupeau. Allô, ma cocotte? Viens, ma belle. Chablis, fais pas ta gênée. Tous les alpagas ont leur nom et sont considérés comme des membres de la famille. Ou presque. C'est quand même des animaux de ferme, donc c'est pas comme un chien ou un chat qui serait un animal de compagnie, mais c'est des animaux fiers et un peu distants. Donc quand on réussit à les convaincre de nous faire confiance, c'est assez gratifiant. Et mangez les filles! Lassés du stress de la ville et des multinationales, Sarah et Jean-Yves ont trouvé dans l'alpaga une reconversion accessible pour des novices. Le cycle durant la journée, c'est la nutrition le matin. Après ça, ils sortent dehors. Il n'y a pas d'entretien de l'animal l'après-midi. C'est vraiment un animal qui aime sa liberté à l'extérieur toute seule. Puis le soir, je vais recommencer la routine, juste la nutrition. C'est un animal très tranquille, très zen. Donc, c'est un animal qui est peu actif, mais très charmeur, très relax. Donc, c'est très agréable à commencer une journée de cette façon. On voulait avoir quelque chose, un commerce, mais on voulait pas d'abattage. On vit de l'alpaga présentement par la reproduction génétique, la transformation de la fibre et la vente en magasin sur la ferme. En Amérique du Nord, plus de 200 000 alpagas sont ainsi élevés pour leurs fibres. Mais Sarah et Jean-Yves ont opté pour des champions. Nous, on voulait avoir la meilleure qualité de fibre possible. Et la meilleure qualité de fibre, bien, c'est sur le dos des animaux de compétition, généralement, et qui va normalement gagner. À une échelle très artisanale, Sarah travaille la laine de ses alpagas. Dans la boutique, elle propose des articles exclusivement faits à la main. Tapis, bonnets, chaussettes, écharpes, tout l'équipement nécessaire pour passer au chaud le rude hiver canadien. L'alpaga, c'est complètement hypoallergène. C'est 7 fois plus chaud que la laine de mouton. Comme c'est une fibre tellement douce, c'est vraiment très agréable à manipuler. C'est comme de travailler dans un nuage tellement c'est doux. Toutes les tricoteuses vont le dire, une fois qu'on touche à l'alpaga, on veut pas rien d'autre. On devient complètement accro à l'alpaga. Dans un enclos réservé, Jean-Yves gère les accouplements. Oui, c'est tes amis. Chez les camélidés, c'est la présence du mâle qui déclenche l'ovulation chez la femelle. Pour savoir si elle est pleine, il suffit de la présenter à un mâle en rut. Par la réaction de la femelle, on a présenté le mâle. Elle courait tout le temps, elle a craché, elle a kické le mâle, donné des coups de pied. Donc, c'est une réaction pour dire que les hormones sont rentrées de fécondation et est enceinte. C'est une excellente nouvelle pour nous, puisqu'on va avoir un petit cria l'année prochaine. Elle est ouverte. Les très bons reproducteurs vont aller de 15 à 30 000. Il y a tout le temps les exceptions, surtout aux États-Unis, qui vont aller jusqu'à 100 000, mais c'est tout le temps du marketing, ça, à ce moment-là. Mais les bons mâles sont dans les 15 à 25 000. Selon les mâles, c'est environ 15 minutes à 45 minutes. Il y a certains mâles qui ambitionnent un peu. Mais en moyenne, c'est 20 minutes, une demi-heure. Un temps certain qui demande à l'éleveur d'être patient. Vite, Miguel, t'as fini. Les jeunes mâles qui ont assisté à la scène expriment leur jalousie à leur manière. Je peux faire l'accouplement ici de bord. Ah, Miguel! Hey, allez-vous-en! Les hommes ont bien d'autres raisons d'être accros à l'alpaga. En plus de fournir une fibre qui nous tient chaud, il pourrait bien être à la base d'une révolution médicale. Le sang des alpagas, comme celui de tous les camélidés, a une caractéristique qui pourrait s'avérer bien utile.
ce sont les seuls vertébrés qui possèdent deux types d'anticorps. Des anticorps identiques à ceux des hommes et d'autres beaucoup plus petits. Ce sont ces derniers qui intéressent le professeur Lafaille. Les anticorps que nous on a ne rentrent jamais dans le cerveau. C'est un dogme absolu. Par contre, ces anticorps de camélidés qui sont beaucoup plus petits, eux sont capables de rentrer dans le cerveau et peuvent avoir des applications, en particulier au niveau du diagnostic et de l'imagerie de différentes maladies, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Afin de pouvoir les repérer, on associe ces anticorps à un marqueur fluorescent. On les injecte ensuite à une souris atteinte de la maladie et le résultat ne se fait pas attendre. Au bout de 20 minutes, après l'injection des anticorps, nous pouvons voir apparaître la pathologie de la maladie d'Alzheimer. Ce sont des plaques amyloïdes et des dégénérescences de neurofibres. Cela nous permet de suivre la progression de la maladie dans le temps. La chose la plus importante est que l'on repère facilement les plaques amyloïdes qui ont été révélées par nos anticorps marqués. De la même manière, je peux vous montrer l'angiopathie qui caractérise aussi la maladie d'Alzheimer. Ce marquage est très important parce que plus tôt on pourra diagnostiquer ces plaques, plus tôt on pourra traiter les gens avec une bonne chance de les guérir. Les résultats ne débouchent pas encore sur des applications cliniques, mais les anticorps des camélidés sont une piste prometteuse. Si l'alpaga fait des émules en Amérique du Nord et dans le monde, un de ses cousins sauvages attire aussi la convoitise. Il porte sur lui un véritable trésor. Retour au Pérou. Au fond d'une vallée proche du lac Titicaca, c'est l'événement de l'année, le jour du Tchaku, une battue de vigogne qui est un rituel très ancien hérité du temps des Incas et qui renaît depuis quelques années. Il y a une loi qui protège l'animal. C'est un symbole national ici. On ne peut ni l'acheter, ni le vendre. Certains disent qu'une vigogne vaut jusqu'à $1000. Et la chasse illégale est passible de 10 ans de prison. Membres de 4 communautés, des centaines de personnes se dirigent vers les sommets. Le Tchaku commence. La vigogne est sauvage, c'est le plus petit des camélidés. Elle vit en famille polygame, le mâle est accompagné de 3 à 6 femelles avec les petits nés dans l'année. Ces familles vivent entre 3700 et 4900 mètres d'altitude. Tout là-haut, à 5000 mètres, les communautés s'organisent. Chacune s'occupe d'un espace déterminé à l'avance. Lentement, les rabatteurs commencent à descendre et à former de longues chaînes sur les versants. La battue démarre. Protégée par les Incas, puis chassée pour sa viande jusqu'à quasiment disparaître, la vigogne est désormais préservée comme un trésor national pour une raison très précise, sa fibre. Cet être gracile mais résistant donne la fibre la plus fine et la plus précieuse au monde. C'est elle qui est convoitée par les hommes. Les
premières manœuvres sont déterminantes. Il faut veiller à ce qu'aucune vigogne ne passe entre les mailles du filet. Grâce à l'action de la chaîne humaine, d'enclos en enclos, le piège se referme inexorablement. « 2000 vigognes sont ainsi repoussées jusqu'à l'enclos final. La vigogne est un véritable symbole. Elle porte la fibre la plus fine du monde. C'est important parce que c'est une tradition naturelle et culturelle aussi. On l'aime tous, la vigogne. Combien de vigognes nous avons? On va le savoir et on va les enregistrer. On va aussi les marier pour faire une petite vigogne. Et après, on va faire la fête. Les gens sont heureux, ils dansent, chantent. C'est toute une cérémonie. C'est la fête. Il faut s'attirer les bienfaits des divinités. On marie les vigognes dans une ambiance de danse et de chant. C'est fait pour que les vigognes se multiplient encore plus. Avec les confettis, on implore la terre-mère et les divinités pour qu'elles se reproduisent en grand nombre. C'est la finalité. Fidèles aux traditions incas, les communautés célèbrent la réussite du Tchakou et les danses se succèdent jusqu'à ce que le dieu soleil disparaisse derrière la montagne. Le lendemain, les vigognes sont tondues. On récolte quelques centaines de grammes de la précieuse fibre sur chacune d'elles. Cette toison d'or sera vendue au profit des 4 communautés,
puis traitée et exportée pour la haute couture. Autrefois réservée à la famille royale inca, elle deviendra l'étoffe de la jet-set. 1 200 € l'écharpe, 20 000 € le manteau. Là-haut, les vigognes, libérées et allégées de quelques grammes, retrouvent leur terre. Elles ont une année de tranquillité pour générer cette fibre tant convoitée. Une année de liberté au plus près du soleil. Bien plus au sud, au Chili, vit le plus libre des petits camélidés, celui que les hommes n'ont jamais réussi à domestiquer. Nord du Chili, région de l'Atacama. Une côte pacifique caractérisée par un environnement désertique. C'est là qu'a été créé le parc national Llanos de Chalé. L'objectif est de préserver tout un écosystème avec des variétés de fleurs et de cactus endémiques. Dans ce parc, vivent aussi plus de 250 espèces animales. Parmi elles, le guanaco, le plus sauvage des petits camélidés, a failli disparaître. Chassé au siècle dernier pour sa viande, il est aujourd'hui protégé. Un organisme dépendant du ministère de l'Agriculture gère le parc. Aujourd'hui, Amancay organise un recensement du cheptel des guanacos avec une équipe de techniciens et de gardes. L'important est que la collecte se fasse sur 1 kilomètre. Ça, c'est la carte où tu es, là où il y a le triangle. Une mission de plusieurs jours, vu la superficie concernée. 4 équipes se répartissent le travail. Tiens, regarde, tu vois ce cactus? C'est le copiacoa. C'est ce que mangent les guanacos. Ça, c'est la coque du copiacoa. Dans ce cactus, il manque des morceaux. C'est ce qui a été mangé par le guanaco. Avec ses facultés d'adaptation, il utilise sa patte pour le casser et avec sa lèvre fendue qu'il peut diviser en deux, il peut sortir les dents et manger la plante. Là, il y en a un. Il nous regarde. C'est un solitaire vigilant. C'est un jeune qui a plus d'1 an. Le mâle dominant l'a expulsé du groupe. Pour lui, c'est une période de transition avant qu'il rencontre d'autres jeunes pour faire un groupe de solitaires. Il est désorienté et il appelle sa famille et sa mère. Il hennit, comme vous pouvez l'entendre. Ce mammifère herbivore peut s'adapter à des climats extrêmes et variés. Humide en Patagonie, sec au nord du Chili. Sa vie sociale est très structurée, avec des familles stables basées sur un mâle dominant et plusieurs femelles, des groupes de jeunes adultes qui ont été expulsés de leur famille, et enfin des mâles solitaires. Chaque groupe a un territoire bien défini. Ahora nosotros nos encontramos frente a uno de ellos
Là, on a trouvé les toilettes des guanacos. On le marque sur notre carte. Ça, ce sont les grandes toilettes de toute la famille. Quand elles sont plus petites, avec des excréments, elles marquent le territoire. Ils font la queue, le premier y va, il défèque, et puis le suivant y va. Ils sont très respectueux de la hiérarchie au sein de la famille. Le premier y va, le suivant attend, le premier s'en va. Ces excréments ont aussi une fonction bien particulière. Le guanaco est un des disséminateurs de graines, pour qu'elles puissent subsister dans le temps, voyez-vous. Il se déplace, mange la graine, la digère et la rejette dans ses crottes. Il fait ainsi partie intégrante de la chaîne biologique du désert. Sans cet animal, une grande partie des fleurs du désert n'existerait pas. Les principales caractéristiques du guanaco sont les grandes oreilles, les yeux avec de grands cils qui les protègent du sable pour mieux voir, et son pelage qui l'aide à se dissimuler dans la végétation face aux prédateurs. Le guanaco a une technique pour se nourrir. Il n'arrache pas les racines, il ne sort que ce qui est nécessaire. C'est une espèce sauvage. Elle contribue constamment à l'équilibre de l'écosystème. Il est clair que le guanaco est comme un survivant dans cet environnement. Même dans ce parc, le guanaco n'est pas totalement à l'abri. Il y a toujours des prédateurs. Il y a des gens qui viennent dans le but de chasser le guanaco. C'est une activité illégale dans le parc. Alors, pour les attirer en dehors du parc, ces chasseurs utilisent des chiens comme rabatteurs. Pour échapper aux chiens, aux pumas, sa vitesse, jusqu'à 60 km/h, est très importante pour sa survie, car dans ce désert caillouteux, il n'a aucun endroit où se cacher facilement. Pour César, photographe spécialisé dans les sciences de la vie, le guanaco a un statut bien particulier. Le guanaco est un vrai personnage au Chili. Il est très particulier parce qu'il a un caractère orgueilleux. Il veut dominer son environnement. J'ai remarqué que le guanaco mâle qui doit veiller sur le groupe se met toujours en hauteur, observant le paysage et dominant tout. Il a un caractère de patron, de maître des terres. Le guanaco, qui retrouve son rôle au sein de l'écosystème, a enfin gagné la considération de l'homme et sa protection. Le lama, lui, reste bien présent. Il est en quelque sorte le gardien de la tradition. L'alpaga est rentré dans l'ère industrielle et sa fibre conquiert le monde. La fragile et farouche Vigogne fait vivre aujourd'hui plusieurs communautés. Ces petits camélidés, que les Incas appelaient leurs frères silencieux, ont de nouveau les faveurs de la déesse terre, la Pachamama.